Et j'ai rencontré Günther en 2013, voilà 6 ans. Et dès que j'ai rencontré cet homme, en moi, il s'est passé quelque chose de très fort. Je travaille beaucoup sur les victimes de la Seconde Guerre mondiale et Günther m'a donné la force. Günther m'a donné cette envie de transmettre, cette envie de continuer à me battre contre toute forme de rejet et d'antisémitisme. Ja, ich bin sicher, in diesem Rahmen hier ist es eigentlich überflüssig zu sagen, der Hintergrund des Projektes, die Aktion Stolpersteine, ist ein Grund zur Freude. Jeder einzelne Stein erzählt wieder ein ganz spezielles, ein individuelles Schicksal. Und ich merke, für die Angehörigen ist es eine sehr wichtige Aktion, diese Steine zu verlegen. Denn 1992 war die Idee geboren. Für mich als Künstler war es ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe angesichts der Zahlen nie daran gedacht, es wirklich zu realisieren, wirklich auszuführen. Aber es gibt wohl keine Zufälle. Wirklich gleichzeitig gab es ein Kunstprojekt, ein Buchprojekt, Kunstprojekte für Europa, mit dem Untertitel Größenwahn. Und ich dachte, ja, bei den Zahlen, jeder weiß, das passt. Dieses Buch hat ein Pfarrer in Köln in die Hand bekommen, der Pfarrer Kopik. Und er hat gesagt, naja, Gunther, du wirst niemals die Millionen schaffen, aber man kann klein anfangen. Der kleine Anfang war nicht einfach. Die Stadt Köln hat uns viele Stolpersteine in den Weg gelegt. Aber ich habe dann 1996 die ersten 51 Stolpersteine in Berlin-Kreuzberg in der Oranienstraße verlegt, allerdings ohne Genehmigung, illegal. Wir hätten die nie bekommen. Aber es musste aus politischen Gründen später legalisiert werden. Und dann gab es 1997 eine erste Verlegung in Austria. 2 Zeugen Jehovas, Bauernsöhne, die natürlich den Kriegsdienst für Adolf Hitler verweigert haben. Sie wurden nach Berlin gebracht und ab 2000 ging es dann eigentlich wirklich weiter überall. Und dann hat eigentlich die Grundidee, die dahinter steckt, das Grundkonzept, überall dort in Europa, wo die deutsche Wehrmacht, die SS, die Gestapo, die Nazis ihr Unwesen getrieben haben, Menschen ermordet, deportiert haben, dass dort irgendwann symbolisch Stolpersteine auftauchen werden. Und zwar für alle Opfergruppen. Frankreich zum Beispiel waren die ersten Stolpersteine in der Vendée für Zwangsarbeiter, die in Hamburg bei einem Bombenangriff, also Friendly Fire, verbrannt sind und die in Hamburg Steine haben, aber auch in ihren Heimatorten, in der Vendée. Für den Stein hat er gesagt, naja, es sind natürlich keine Grabsteine. Es können keine Grabsteine sein. Beide sind in Auschwitz im Rauch aufgelöst. Die Asche wurde in den Fluss gestreut oder im Winter sogar zum Streuen der Wege benutzt. Aber er hat dann zu mir gesagt, für mich sind es Schlusssteine. Schön, dass ein deutscher Künstler mit diesen Steinen zu uns kommt, auch wenn es erst nach 70 Jahren ist. Und dann natürlich die Definition Stolperstein. Es ist praktisch unmöglich, ins Englische, ins Französische zu übersetzen. Man muss es original überlegen. Aber es gibt eine Definition, die ich sehr schön finde. Ein Hauptschüler wurde nach einer Verlegung gefragt von einem Reporter. Ja, aber sag mal, es ist doch gefährlich, Stolpersteine, man fällt doch hin. Und er sagte, nee, man fällt nicht hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen. Les Schenkel étaient une famille comme les autres. Un couple de parents soudés, entourés de leurs 5 enfants, joyeux, confiants en l'avenir. En ce jour de Yom HaShoah, nous allons commémorer leurs souvenirs et avec eux celui des 6 millions de juifs victimes de la barbarie et des crimes nazis. Et c'est avec une grande émotion que je me trouve aujourd'hui devant vous, avec l'artiste, M. Günther Demnig, au 6 rue de Bar à Strasbourg, chargé de l'insigne honneur, du triste privilège de rappeler les noms de la famille Schenkel, de rendre hommage à leur mémoire, de dessiner leur silhouette partie en fumée
d'esquisser leurs visages martyrisés. Grâce au Stolperstein, ces petites plaques de laiton scintillant, mémoire entre les pavés, les suppliciés de la Shoah auront leur humble épitaphe et leurs noms, par-delà l'abîme, reviennent vers nous comme pour guider nos pas. Ils vivaient à Strasbourg, ici, aux 6 rue de Bar, leur dernier domicile. Et tous les enfants étaient nés à Strasbourg, dans cette ville. Ils avaient quitté Strasbourg pour échapper à la barbarie. Ce voyage les mènera dans la gueule du loup. En mars 1944, ils sont victimes d'une rafle à la Bachellerie. Nathan Schenkel sera fusillé sur place par les Allemands. Esther et ses 5 enfants seront transférés à Drancy, puis déportés à Auschwitz le 13 avril 1944 par le convoi 71, le même que celui des 34 enfants de la colonie d'Isieux. Tous furent exterminés. Cécile avait 13 ans, Isaac avait 12 ans, Jacques avait 10 ans, Maurice 8 ans et le petit dernier Alfred 6 ans. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murailles Yad Vashem, un lieu et un nom. ממעמקים קראתיך אדוני. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור יה. אדוני מי יעמוד? עם עוונות תשמור יא אדוני מי יעמוד? עמך סליחה למען תברך. כי עמך סליחה למען תברך. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו הוחלתי. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. יתקדש ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דברה חירותי וימין חרותי. וחייכון ובימיכון וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. אמן. שמי רבה ולמען יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנס. La prochaine pause de Stolperstein se fera au 19 boulevard Clémenceau, dans un quart d'heure, à 15h30. Merci encore. Il est certain que le judaïsme religieux d'après-guerre en Alsace aurait eu un visage très différent si ceux qui ont repris le flambeau n'avaient pas eu comme guide le rabbin Brunswick. Il les avait formés et leur avait donné le sens des responsabilités pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre. Le rabbin Brunswick et sa femme n'ont pas eu d'enfants, mais nombreux ont été ceux qui sont devenus leurs héritiers spirituels. Je voudrais aussi remercier ici tous ceux qui ont eu l'initiative de ce projet et je tiens à leur dire combien cela représente pour notre famille. Il est d'usage que chaque événement majeur de la ville soit accompagné d'un propos pour contextualiser et expliquer dans quelle démarche il s'inscrit. J'ai pourtant, mesdames et messieurs, le sentiment qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas au discours, mais, je dirais, aux actes. Ou plutôt un acte sans cesse répété, reproduit près de 80 000 fois partout en Allemagne et dans 25 pays d'Europe, ainsi qu'en Argentine, et imaginé depuis les années 90 par vous, cher Günther Demnig. Un acte que vous venez enfin
d'accomplir à Strasbourg avec la pose de ces 20 premiers Stolpersteine. Les familles qui participent à cette cérémonie de la pose d'un Stolperstein dédié à leurs proches, même si elles ne leur donnent pas une sépulture, accomplissent ainsi une forme, on peut le dire, de deuil. Elles savent désormais que quelque part, à l'endroit où ils ont vécu, leur nom peut être lu, rappelé, identifié. Comment revenir à l'individu? Comment rendre à l'individu l'humanité et l'honneur dont il a été privé? Et l'affirmation à laquelle il parvient est limpide. Je pensais, disait-il, et je pense toujours, que seul l'art a le pouvoir de sortir la souffrance de l'abîme. Le désir de garder le silence et le désir de parler devinrent plus profonds. Seule l'expression artistique, dit-il, aurait pu essayer de jeter un pont entre ces deux urgences compliquées. Elle fut lente à s'éveiller, elle attendait une forme humaine qui signalerait ce qui était possible. Cette forme humaine, je crois pouvoir le dire, cher Günther Demnig, vous l'avez trouvée. À la destruction de masse, vous avez décidé d'opposer l'individu, un nom, un pavé, un temps de fabrication dédié. À l'anonymat de la mort, vous répondez par le rappel de l'identité et du nom. Et cette forme humaine est aussi une forme de résistance à la réapparition à laquelle nous assistons aujourd'hui de cette idéologie nauséabonde et mortifère. Mesdames et messieurs, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, et non pas simplement d'un devoir de mémoire comme on a parfois tendance à le penser. J'aimerais tout d'abord évidemment remercier Günther qui a eu cette idée magique, qui a eu cette idée merveilleuse et qui y a cru, et qui a eu le courage de faire ce qu'il a fait et de continuer chaque jour sur les routes à poser des Stolperstein et à faire revivre dans un tikkun haolam des personnes qui ont disparu en raison d'une politique d'État, en raison d'une idéologie, en raison de choses contre lesquelles on veut se battre et sur lesquelles l'éducation est le point le plus important. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise et c'est le début de quelque chose qui va se poursuivre puisque l'année prochaine, pour le Yom HaShoah, pour le 21 avril 2020, on compte encore sur vous, ici. Mon vice-président me dit qu'il faudrait annoncer la prochaine pause, 5 rue Strauss-Durkheim à 16h30. Nous sommes ici en ce moment 8 sur plus de 30 des petits-enfants de Theo Ackermann à être présents aujourd'hui à cette émouvante cérémonie et à essayer de commémorer un être cher que nous n'avons pas connu. En 1944, replié à Lyon, il est responsable de la soupe populaire juive qu'il gère d'ailleurs avec un de mes oncles paternels, Léon Rhin. Il y avait déjà eu plusieurs rafles dans ce lien important du judaïsme lyonnais de la rue Sainte-Catherine, et déjà notre grand-père Théo était intervenu pour libérer ses coreligionnaires. Theodor Ackermann, mobilisé au début de la guerre, avait fait quitter la ville à sa famille pour finalement les rejoindre après sa démobilisation. Ils ont été à Gérardmer, Cussé, puis à Lyon, où l'arrestation a eu lieu. Il y avait organisé et dirigé une soupe populaire pour les plus démunis et se servait de sa nationalité supposée américaine et du document d'organisation humanitaire américaine pour déjouer les tracasseries allemandes et autres. Son fils Gérard me racontait qu'étant fils de citoyen américain, puisque son père avait un passeport américain, il se sentait en quelque sorte protégé contre toute arrestation. En mars 1944, cette naïve protection ne fonctionna plus. Il fut arrêté, ainsi d'ailleurs que mon oncle paternel Alfred Azaria Rhin. Déporté de Drancy par le convoi 70 du 27 mars 1944, il meurt à Auschwitz le 30 mars 1944, 6 Nissan. Il allait avoir 51 ans, juste quelques semaines après être devenu pour la première fois grand-père d'une petite fille née chez Armand et Jeannette, sa fille aînée, Viviane ici présente. Notre grand-père, avec sa dévouée et courageuse épouse Alice Niemeyer, a donné naissance à 4 enfants. Puis, ça a donné 27 petits-enfants, 182 arrière-petits-enfants, plus de 600 arrière-arrière-petits-enfants et au-delà des arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Oui, Theodor Ackermann est bien vivant dans ce qu'il a créé de plus beau, sa famille. Nous avons été privés de côtoyer notre grand-père. Mais sa morale de vie, son dévouement ont inspiré nombre de ses descendants. Que son exemple, par son exemple, il est toujours là. Yéhi Zechor Baruch, sa mémoire, sa bénie.
Nous étions à Marseille pendant la guerre et eux ont été tous pris à Lyon. Mais nous avons été, nous, pris à Marseille. Et puis donc, comme petite fille, j'étais à Drancy. Et donc, moi, j'ai vu arriver et ma grand-mère, mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines. Et j'en me souviens très bien, j'ai eu 11 ans à Drancy. Et je me souviens très bien, ils sont restés, je crois, 1 ou 2 journées. Je me souviens simplement que ma mère m'avait emmenée chez ma grand-mère, qui était dans une grande salle, dans un chalet, et que je l'ai embrassée. Et puis, voilà. C'est mon vrai souvenir. Je crois que je suis une des dernières à l'avoir vécu, probablement la dernière à l'avoir vécu. C'est important d'être venu de New York pour honorer ma famille à Strasbourg. Ceux qui vivent et ceux qui sont disparus. On a emmené une quarantaine de personnes à Ingviller. Là, on vient d'Ingviller parce que des descendants sont venus des États-Unis, de différents lieux. Et on est allé où Jeanne, où Yvonne, qui est dans cette maison, vivait et avait passé son enfance. Et tout le berceau de la famille et de la région d'Ingviller. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes réunis devant la maison du docteur Robert Eberle, où habitait avant la guerre la famille de Louis Leub, où 5 personnes de la même famille ont disparu dans la Shoah. Louis, 59 ans, Yvonne, 45 ans, Jean-Paul, 21 ans, Armand, 19 ans et Simone, 16 ans. Avec mon frère Georges, nous avons eu le triste privilège d'être les derniers survivants à côtoyer la famille avant leur départ pour Auschwitz. C'était à Drancy. Maman m'a dit, ils ont tous été arrêtés à Lyon. Et maman m'a emmené la retrouver. Grand-mère était assise sur la couchette inférieure d'un chalet d'un des grands bâtiments. Je me souviens l'avoir juste embrassée. Ce devait être le 29 avril 1944, il y a 75 ans. Et maman m'a avoué quelquefois, avec beaucoup de pudeur, combien c'était difficile pour elle de n'avoir aucun lieu où elle pouvait se recueillir. J'ai été touché par le fait qu'il y a 6 générations qui sont autour de cette maison où il y a eu sans aucun doute des cris de joie, des rires, un plaisir à se retrouver et qui avait l'air de se terminer en impasse. Eh bien, nous sommes là, à travers ces pierres-là, pour dire qu'il n'y a certainement pas d'impasse. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en tant que petite fille de Marcel Alexandre, dont nous célébrons la mémoire et que je n'ai pas eu le bonheur de connaître. Je représente par là tous les descendants de Marcel, ses 3 petites filles nées Rosenstiel et ses 2 petits-fils nés Alexandre, ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Nous sommes là devant la dernière adresse strasbourgeoise de cette famille, alsacienne depuis de nombreuses générations, avant l'évacuation de la ville pendant l'occupation. La famille Alexandre s'est réfugiée à Royan, puis à Lyon. Malheureusement, Marcel et son frère Robert ont été arrêtés par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon. Début juin 1944, Barbie rassemble la famille dans une pièce de notre appartement, les bras en l'air, sous la menace des mitraillettes, et nous avons assisté à l'arrestation sans douceur de notre père et de notre oncle. Ils sont morts tous les 2. Marcel, gazé à son arrivée à Birkenau, et Robert, d'épuisement et de maladie, à Auschwitz lors de l'évacuation. Ce pavé représentera un lieu de recueillement pour cette personne aimée qui n'a pas de tombeau. Notre grand-père était relieur, il aimait le travail méticuleux et il aurait aimé ce travail, y compris l'attente qu'on a eue, pour que ça soit un travail bien fait. Si l'on m'avait parlé des Stolperstein il y a quelques années, j'aurais été partagé sur leur bien fondé. Mais voilà, je suis tombé sur une Stolperstein avant qu'on m'en parle. Et ça m'a touché. Et c'est ce premier mot gravé dans la Stolperstein qui fait le plus sens pour moi. Ici, habité, Abraham Lifshitz. Cette pierre placée sur le pas de la porte de leur maison renvoie à leur passage, à leur va-et-vient, à leur mouvement, à ce qui fut vivant pour eux. Vivant en eux.
75 ans déjà. Quelle résilience et quelle obstination. Des siècles en Pologne, il n'est resté même pas 1/10 des Juifs après la guerre. Mais ce que ce pavé a permis, c'est de dire son histoire à Abraham, la faire connaître. Entre nous et à l'extérieur, ce sont ces mots d'espérance qui reviennent le plus souvent dans les derniers mots de notre grand-père, à 5 reprises. Et nous sommes là, ces petits-enfants. Nous sommes rue des Cordonniers chez un imprimeur, tout près de la place Gutenberg. Gutenberg qui a volé la priorité à Mendele, de Célestat, probablement. L'histoire est faite de révision, elle est faite de négation, elle est écrite en général par les vainqueurs. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, ce seront les chasseurs qui écriront l'histoire. On attend une histoire écrite à partir de la terre, de Adama, qui va donner l'homme, Adam. On attend une histoire écrite par les pauvres, par les fragiles, par les marginalisés, par les exclus. Et si je suis si ému de pouvoir prendre la parole courtement aujourd'hui, c'est que je fais partie des avocats de ce projet, un projet problématique, Alain, tu l'as rappelé, hein? Comme tous les projets humains, ils divisent. L'histoire, elle est faite de drames. Quels sont les moyens pour nous, d'un point de vue pédagogique, vous êtes là pour nous soutenir, quels sont les moyens pour rendre les enfants sensibles au fait qu'au moment cruciaux de l'histoire, ils seront appelés à choisir pour le bien,